Bienvenue dans ce cours de programmation en langage C de la L1 de l'Université Clermont-Auvergne. Alors je me présente, je suis Lucas Pastor, je suis enseignant-chercheur au LIMOS et je suis le responsable de cette UE. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous présenter quelques informations d'ordre général. Cette slide concerne les groupes allant de I1 à I8, dont les LAS. Alors vous allez avoir 10,5 heures de cours qui sont répartis en fait en 7 séances d'une heure et demie. Alors tout ça c'est évidemment normalement en présentiel. Comme là tout est en distanciel avec ces vidéos. Je vous indiquerai au fur et à mesure quel chapitre il faut regarder. Mais j'écris quand même la formule comme si on était en présentiel. Si jamais ça reprend peut-être en février. C'est pas sûr du tout. Vous avez également 10,5 heures de TD, donc c'est 7 séances de 1h30, 22,5 heures de TP, c'est 7 séances de 3 heures, plus un TP noté d'1h30 qui ne sera pas en binôme, je précise. Et donc vous avez, en termes de contrôle des connaissances, vous avez un contrôle de TP qui va compter pour 60% de la matière proxée. Vous avez un contrôle écrit d'1h30 qui sera à peu près mi-mars, 40%. Et la moyenne de ces deux notes compte pour 60% de la moyenne de l'UE informatique. Cette slide concerne les groupes allant de I61 à I63. Alors vous avez un peu moins de séances de cours. En fait, vous arrêterez un peu plus tôt dans les chapitres, je vous indiquerai tout ça. Vous allez avoir principalement que du TP, 15 heures de TP au total, plus un TP noté d'1h30. Et en fait, vous allez avoir également juste une seule séance de TD qui est en fait une préparation à l'examen écrit. Alors concernant le contrôle des connaissances, vous allez avoir un contrôle de TP donc de 1h30 qui compte pour 60% de proxé, un contrôle écrit sur table d'1h30 qui compte pour 40%, et la moyenne de ces deux notes compte pour 50% de l'UE informatique. Concernant le groupe PACES, vous allez avoir 7 séances de 1h30, donc ce qui vous fait 10,5 heures de cours. Là c'est pareil, je vous indiquerai les chapitres à regarder. Vous allez avoir 21 heures de cours TP. Alors en fait c'est écrit cours TP, pourquoi? Parce que ça va être des séances de 3 heures. Vous allez avoir 7 séances de 3 heures et pendant ces séances de 3 heures, vous allez en même temps avoir votre enseignant qui va vous faire des petits points courts et en même temps qui va vous faire des exercices qui sont principalement sous forme de TP. Dans ces 7 séances de 3 heures, vous allez avoir inclus dans ce nombre d'heures-là 2 TP notés de 1h30. Alors concernant le contrôle des connaissances, ces deux contrôles de TP de 1h30 vont compter en fait pour 50% de la moyenne de l'UE d'informatique. D'accord? Donc en fait, un TP ça comptera 50% de proxé, le deuxième TP comptera pour 50% de proxé, et donc ces deux notes ensemble vont compter pour 50% de la moyenne de l'UE d'informatique. Alors le langage C, c'est un langage de programmation qui a été inventé en 1972 par Dennis Ritchie. C'est un langage impératif, donc c'est-à-dire que le paradigme de programmation qui est utilisé en C, c'est le type impératif, c'est-à-dire qu'on exécute les instructions les unes à la suite des autres, euh, de la même manière qu'on lit le code de haut en bas. Alors c'est un langage faiblement typé, donc ça on verra un peu plus tard ce que ça veut dire. Et à typage statique, on va voir un petit peu ce que ça veut dire très prochainement là quand on va parler des variables. En fait, à typage statique, ça veut dire que au moment où on déclare une variable dans notre langage, on lui affecte un type et ce type-là sera gardé pour cette variable jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Le langage C, c'est un langage de programmation incontournable. Alors c'est notamment à la base de nombreux autres langages, dont le C++, le Java, le C Sharp, le PHP, etc. C'est un langage qui est encore très répandu et très demandé en entreprise. Alors en fait, ce qui est vraiment demandé en entreprise de nos jours, c'est plutôt du C++, hein, si on veut parler du C. Donc vous verrez ça plus tard dans vos études, le C++, donc c'est la partie objet du C. Je ne vais pas détailler plus que ça. Mais sachez que si vous êtes très bon en C, le C++, ça va être assez naturel pour vous. Alors le C, c'est un langage qu'on appelle bas niveau. Alors en fait, un langage bas niveau, hein, c'est le petit paragraphe que vous avez en bas, ça permet notamment de gérer finement tout ce qui est mémoire, tout ce qui est accès au périphérique de l'ordinateur, ce genre de choses.
Et en fait, c'est des difficultés dans l'apprentissage d'un langage de programmation qui sont normales, hein, on va le voir plus tard dans le cours. En C, on a des passages qui sont un peu difficiles, là, notamment quand on va parler de pointeurs. Mais sachez qu'en fait, ces passages-là, même s'ils sont, enfin ces difficultés-là, même si elles ne sont pas nécessairement présentes directement dans les autres langages de programmation que vous allez manipuler, le fait de comprendre vraiment les mécanismes et de savoir comment ça fonctionne en C, ça va vous permettre d'être vraiment fin dans votre manipulation des autres langages de programmation qui masquent ce genre de difficultés. Vous avez ici un schéma qui représente donc de gauche à droite euh, le niveau du langage de programmation. Donc à gauche, vous avez le langage bas niveau, à droite, vous avez le langage haut niveau. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, bas niveau, ça veut dire qu'on va être très proche de la machine. Les instructions qu'on va être capable de donner au langage de programmation sont des instructions, donc plus le niveau est bas et plus les instructions vont être très précises. C'est-à-dire qu'on va dire je veux mettre par exemple telle donnée dans tel registre de mon processeur, alors que des instructions plus haut niveau, ça va être comme des termes, des mots-clés ou des phrases hein, dans un langage de programmation qui vont faire toute une série d'actions d'un coup. Par exemple, je sais pas moi, en Python, on va dire, on va écrire une instruction qui va dire trier la liste de, de ce tableau-là. Enfin, trier ces éléments dans ce tableau. Donc ça va se faire en une seule instruction. Euh, Comme vous le constatez, donc plutôt à gauche, on a tout ce qui est circuit électronique, transistor, fil électrique. Donc c'est vraiment là, on parle d'électricité. Encore un peu après, on a les circuits logiques. Donc là, c'est ce que vous étudiez notamment en base de la numération. Encore un peu plus à droite, on a l'unité arithmétique et les logiques, donc registre, mémoire. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'ordinateur tel qu'on le connaît, sauf qu'en fait, on n'est jamais amené à manipuler ce genre de choses directement, ou rarement. On le fait via un langage de programmation notamment. Encore un peu à droite, on a le langage machine. Donc là, c'est vraiment des instructions directes qu'on envoie à l'ordinateur qui vont nous dire vraiment fais ça avec le processeur. Donc ça, c'est pareil, on manipule pas ça directement. Encore un peu à droite, vous avez le langage assembleur en fait qui permet finalement de donner des instructions directes à la machine, mais c'est déjà un langage de programmation. Alors certes, c'est un langage de programmation disons très bas niveau, hein. Si on regarde du code assembleur, c'est un peu étrange à lire. On a l'impression d'être Néo dans la Matrix. C'est des instructions un peu spéciales qui manipulent finement les registres de notre processeur. Et juste à droite du langage assembleur, on a le langage C. Alors le langage C, vous voyez, donc sur l'échelle, bon, c'est quand même relativement bas niveau, hein, selon moi. On va le voir, notamment on peut manipuler assez finement tout ce qui est mémoire hein, dans l'ordinateur. Juste à droite du langage C, on a le C++, le Python et les autres langages, donc qui eux directement hein, sont des langages qu'on va appeler haut niveau, qui comme je vous ai dit en fait en une seule instruction, par exemple en Python, on va pouvoir dire trier cette liste de nombres de manière automatique. Et puis encore plus à droite, on a tout ce qui est pseudocode, et des paradigmes algorithmiques du style récursivité, algorithme glouton. Donc là, on est vraiment sur du très haut niveau, c'est-à-dire qu'on décrit globalement comment va fonctionner notre algorithme, mais on n'est pas du tout en train de programmer. Avant de passer au plan du cours, on va parler un tout petit peu de bibliographie. Donc vous avez une grande référence si vous voulez parcourir ce livre. Donc The C Programming Language, qui est bah, une référence, disons, majeure là, pour l'apprentissage du langage C. Alors, il existe évidemment un nombre, je pense, incalculable de références pour le C, hein, puisque c'est un langage qui est vraiment extrêmement célèbre et utilisé depuis très longtemps. Donc, nécessairement, il y a beaucoup de ressources autour de ça. Donc bon, la qualité peut varier, hein, évidemment. Vous pouvez avoir une personne qui fait son cours de C dans son garage alors qu'il n'est pas spécialement expert. Vous avez sur Open Classroom
un certain nombre de ressources en C. Je pense qu'il y a même un cours de C qui est pas trop mal, hein, qui est vraiment bien. Là, s'il y a des choses qui sont pas claires dans ce cours-là, n'hésitez pas à aller voir, je pense, sur le cours principal d'Open Classroom de C, qui est bien. Un autre conseil que je donne assez souvent aussi dans mes cours, si vous avez une question spécifique en C ou sur une manière de faire, même d'un point de vue algorithmique, mais bon, ce cours-là, ça portera plus sur le C, évidemment. Alors évidemment, bon, je reste disponible par mail, hein, vous m'envoyez un mail si vous avez une question. Sinon, je vous conseille de faire une recherche sur Stack Overflow, donc, et vous posez votre question en anglais en fait dans Google. Donc vous tapez la question que vous avez en tête là en- dans Google. Donc par exemple, comment trier un tableau, vous tapez sur Google How to sort a table in C. Vous allez très probablement arriver sur des posts de Stack Overflow. Stack Overflow, c'est vraiment bien pour trouver des solutions précises là comme ça sur des questions précises pour de la programmation notamment. Et en C, vous allez trouver tout un tas de très bonnes réponses, hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de Stack Overflow, mais l'idée c'est que vous allez, si vous faites votre recherche correctement, vous allez tomber sur les questions qui sont bien notées et dans la page de ces questions-là, les meilleures réponses, donc, ou la meilleure réponse qui sera la mieux notée, apparaîtra presque tout en haut de la page, juste en dessous de la question. Et a priori, là, sur des sujets très connus comme ça, les réponses qui vous seront proposées seront vraiment de bonne qualité. Donc gardez en tête de chercher éventuellement par vous-même sur Stack Overflow. C'est une très bonne pratique selon moi. Donc, concernant le plan de notre cours, donc au chapitre 1, nous allons parler de notions générales, comme on est déjà en train de le faire. Chapitre 2, nous allons parler de variables, de types, d'interaction avec la console. Chapitre 3, nous allons parler de conditions. Donc notamment, nous allons voir les if, les switch. Chapitre 4, nous allons parler de fonctions. Chapitre 5, nous allons parler de boucles, for et while. Chapitre 6, nous allons parler de tableaux et de chaînes de caractères. Et enfin, chapitre 7, de type complexe, pointeur, allocation de mémoire. Alors pour ce chapitre 1, nous allons voir un premier exemple, ce qu'on appelle l'exemple Hello World. Alors Hello World, en fait, en programmation, hein, enfin même de manière générale en informatique, c'est un terme très générique qui veut dire mon premier exercice ou mon premier morceau de code ou mon premier programme. Ensuite, nous allons voir la différence entre l'algorithmique versus la programmation, qui sont en fait finalement deux notions quand même relativement différentes, hein, sachant que pour l'instant, a priori, vous n'avez pas trop fait de programmation. Alors, nous allons voir ce que ça veut dire qu'être un langage compilé. Donc le C est un langage compilé. Nous allons voir ce que ça signifie pour nous. Et enfin, on va regarder la structure d'un programme. Donc comment est-ce que ça fonctionne, notamment en C. Donc quels seront les éléments qui vont interagir, qui vont être utilisés dans notre programme informatique. On va notamment parler de bibliothèque, de fonctions principales, de commentaires et d'indentation. Alors, un premier exemple que je vous propose, c'est cette Hello World, donc qui est finalement assez célèbre, hein, en C, si vous cherchez un tout petit peu sur Internet. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que fait ce programme? Alors, si on lit les lignes, bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments pour comprendre toutes les lignes, hein. Évidemment, même presque, je dirais, aucune ligne, telle que par rapport à ce qu'on sait là maintenant, on ne peut pas déchiffrer correctement les lignes. Donc, vous avez une première ligne, include SEO.h, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous avez int main, non plus, on ne sait pas ce que ça veut dire. Un printf, return 0, et une accolade fermante. Alors à la limite, si on devait intuiter un petit peu ce que devrait faire ce programme, ce qui nous intéresse, c'est la ligne qu'on a ici là, printf hello world. Alors je peux vous dire, hein, quitte à divulgacher le reste du cours, en fait cette ligne là, elle va afficher ce qu'il y a entre les doubles cotes. Ça va afficher ceci dans la console, sachant que le anti/n, en fait, c'est interprété comme un caractère spécial qui veut dire retour à la ligne. Bon, c'est pas très grave si on comprend pas trop bien ce que je dis pour l'instant, puisque encore une fois, là, je vous ai pas donné les éléments nécessaires pour comprendre tout ça. Ce qui est important de comprendre là, c'est que cette ligne-là, printf, ça va
permettre d'afficher cette chaîne de caractères dans la console. Donc notamment si je m'amuse à changer les caractères qui sont présents entre ces doubles cotes là, ben ça va changer l'affichage que je vais avoir dans ma console. Alors regardons un peu plus en détail toutes ces lignes là. La première ligne, c'est en fait l'utilisation d'une bibliothèque de fonctions. C'est ce qu'on appelle, donc c'est une instruction du préprocesseur, c'est ce qu'on appelle le préprocesseur, là, tout ce qui va commencer en fait par des dièses juste en haut de notre fonction main. Donc ici, en fait, ce qu'on est en train de faire finalement, c'est qu'on dit à notre programme C, je vais avoir envie d'utiliser la fonction printf. Et cette fonction printf, elle est contenue dans une bibliothèque de fonctions. Donc il n'y a pas que la fonction printf dedans, mais notamment elle est présente là-dedans. Et comme on va l'utiliser, on a envie de charger cette bibliothèque de fonctions. Juste en dessous, on a un élément très important pour notre programme, c'est notre fonction principale. La fonction principale pour nous, ça sera toujours le point d'entrée de notre programme. Alors le point d'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre programme va démarrer à partir de l'ouverture de cette accolade ici. Donc toujours, ça sera a priori toujours vrai jusqu'à la fin du cours. Notre programme C, il va démarrer sa première instruction ici, tout le temps. Et donc, quelle est la première instruction qui rencontre juste après l'ouverture de notre fonction main, là, de notre fonction principale? Et ben, ça va être la fonction printf, dont j'en ai parlé juste avant, qui va, elle, indiquer qu'on va vouloir afficher cette chaîne de caractères dans le terminal. Et enfin, on a alors une dernière instruction, là c'est pareil, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, return 0 point virgule. Alors, première remarque, déjà pourquoi il y a des points-virgules à la fin des lignes? En fait, toutes les instructions en C, à part le préprocesseur, toutes les instructions en C se terminent par des points-virgules. Donc ça c'est une instruction, ça c'est une deuxième instruction. Return 0 point-virgule, ça veut dire que notre fonction principale main va retourner le nombre 0. Et lorsqu'elle retourne le nombre 0, ça veut dire que tout s'est bien déroulé. Et on a l'accolade fermante qui indique que c'est la fin du bloc de code de notre fonction main. Alors l'algorithmique et la programmation, ce sont deux choses différentes, hein. Ça, il faut bien garder ça en tête, même si au premier abord, on a l'impression qu'on est en train d'essayer de faire la même chose, que l'on fasse de l'algorithmique ou de la programmation. En fait, ce sont quand même deux manières d'agir qui sont différentes. Donc, dans l'algorithmique, en fait, c'est quelque chose finalement de un peu théorique, hein. On fait ça sur un bout de papier avec un stylo, et ça permet de passer d'un problème à une méthode de résolution. Je vous donne un problème, et vous réfléchissez à mettre en place une méthode qui va permettre de résoudre ce problème. La programmation, c'est vraiment la partie pratique. Ça permet d'implémenter, donc c'est-à-dire mettre en place, donc ça veut dire qu'on va vraiment écrire du code C, et on va implémenter notre méthode de résolution qui à la fin va devenir un programme concret qui va être à terme exécuté par notre ordinateur. Alors en exemple, ce que vous avez à droite là, donc ce qui serait de l'algorithmique, ça serait, on vous demande de défendre votre point de vue sur le réchauffement climatique en anglais. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez structurer votre argumentaire au brouillon, donc vous allez faire thèse, antithèse, synthèse, tout ce qu'on vous a appris en fait quand il s'agit de faire une longue rédaction comme ça. Et vous allez avoir des idées principales qui vont être compréhensibles par un autre être humain. Donc ça, c'est votre partie algorithmique. Maintenant, une fois que vous avez fait ça au brouillon, votre partie programme, ça va être quoi? Ça va être de vraiment rédiger proprement les choses avec des phrases en anglais, qui va donc notamment respecter le vocabulaire et la grammaire de l'anglais. Donc ça, c'est la programmation. Donc retour sur notre exemple algorithme versus programme. À gauche, vous avez un algorithme, à droite, vous avez un programme en C. Alors, vous remarquez bien que c'est pas du tout les mêmes choses qui sont utilisées à gauche, à droite, hein, même juste, je veux dire, d'un point de vue, ne serait-ce que les mots qu'on utilise. À gauche, vous avez un peu plus de liberté. Alors c'est toujours bien, même d'un point de vue algorithmique, de se fixer des cadres précis. Par exemple, un algorithme, ça commence par début, ça termine par fin, et ainsi de suite. Vous avez, en fait, ces deux choses sont équivalentes dans ce que ça doit produire, hein.
À gauche, vous avez programme principal, début, afficher Hello World, avec un retour à la ligne entre parenthèses. Donc là, vous voyez quand même que, donc même si c'est assez carré, on a des petites libertés. Par exemple, entre parenthèses, on dit afficher un retour à la avec un retour à la ligne. En C, évidemment, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. En C, comment est-ce qu'on fait le retour à la ligne? Il y a un truc précis qui permet de le faire, et on va être obligé d'utiliser ça. Évidemment, notre ordinateur ne comprendra pas si on met entre parenthèses avec un retour à la ligne. Il faut bien lui indiquer précisément comment on va faire. Donc c'est l'objectif de notre programme à droite. Ça reprend notre algorithme de gauche, sauf que là, on est en train d'implémenter vraiment notre algorithme. Et donc du coup, on doit se plier aux exigences de la syntaxe et de la grammaire d'un langage C. Qu'est-ce qu'on doit connaître pour programmer correctement? Alors il nous faut évidemment l'algorithme, hein. On doit connaître l'algorithme à implémenter, donc ce qu'on veut faire. On va pas commencer à programmer quelque chose si on n'a absolument aucune idée de ce qu'on veut implémenter. Il nous faut une connaissance a priori approfondie du langage de programmation qu'on va utiliser. Donc pour nous, ça sera le C. Et ça découle un petit peu du point précédent, hein, mais le respect des règles de syntaxe du langage, donc c'est-à-dire que on va pas écrire n'importe quoi quand on va faire de la programmation en C. Il va falloir évidemment respecter les règles de syntaxe et la grammaire du langage. D'un point de vue informatique, ce dont on a besoin pour programmer, on va avoir besoin donc d'un éditeur de texte, d'un compilateur et d'un terminal. Donc ça, ce sont les trois éléments essentiels qu'on ne pourra pas faire sans. Alors, éditeur de texte, c'est vraiment un éditeur de texte simple, hein. Ça peut être très simple, ça peut être Gedit, ça peut être Notepad++, ça peut être Emacs, VI, ou des choses un peu plus évoluées comme Xcode, voire même un IDE en fait qui va intégrer un petit peu tout ça directement. Donc un IDE, donc c'est un environnement de développement intégré, c'est ce qui va nous permettre de, enfin, si vous voulez, c'est un comme Visual Studio par exemple, c'est un logiciel qui va permettre de mâcher le travail de tout ce qu'on a vu avant, donc c'est-à-dire de l'éditeur de texte, du compilateur et du terminal. C'est quelque chose où en un clic vous allez vérifier si votre code est correct, vous allez compiler votre programme et vous allez lancer un terminal et exécuter votre programme. Bon, nous, on va quand même s'entraîner à faire les choses de manière distincte, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un éditeur de texte, on va compiler et on va exécuter notre programme dans un terminal. Alors, des exemples de logiciels qui pourraient vous intéresser. Donc, les éditeurs de texte, bon, vous avez Gedit sur Linux, vous avez Emacs, Vim aussi, Xcode, Notepad++ qui est pas si mal aussi pour programmer. En compilateur, vous avez GCC, Clang. Alors nous, on utilisera GCC. Ça va être notre compilateur pour pour tout ce cours-là. Et en IDE, donc environnement de développement intégré, vous allez avoir, enfin de ce qui est très connu en tout cas, Eclipse, CodeBlocks. Donc comme on l'a dit juste avant, le C est un langage compilé. Alors qu'est-ce que ça veut dire un langage compilé? Alors initialement, donc, on a vu avec notre Hello World, on a le code source de notre programme informatique, en C, hein, qui est en fait juste du texte. C'est tout simplement du texte. Là, le Hello World qu'on a vu, on était vraiment capable de lire, alors pas forcément de comprendre ce que ça faisait, mais en tout cas, on était capable de déchiffrer chaque caractère sans problème. On voyait même qu'il y avait des mots-clés qui étaient plutôt en anglais. Et ça, c'est notre code source. Donc ça, c'est un fichier texte. Notre fichier texte, évidemment, tel quel, il ne peut pas être exécuté par notre ordinateur. Parce que notre ordinateur ne sait pas lire en fait ce genre de fichier texte. Pour lui, pour notre ordinateur, c'est vraiment un fichier texte. Dedans, il voit juste des caractères, du texte. Il ne comprend pas que c'est des instructions précises qu'on veut lui faire faire. Donc on a besoin d'un traducteur qui va traduire ce fichier texte en un code exécutable. Alors, un code exécutable, pour le coup, c'est pour nous un fichier binaire, et ça, c'est évidemment compréhensible par notre ordinateur. Donc, notre traducteur, c'est ce qu'on appelle le compilateur. Donc, pour nous, GCC, dans ce cours-là. Et qu'est-ce qu'il va faire, notre compilateur? Eh ben, il va prendre notre code source, donc qui est un fichier texte ici, il va le lire, l'analyser, faire différentes opérations dessus. En gros, ça va être une espèce de grande moulinette. Et à la fin,
il va générer un fichier exécutable qui va être un fichier binaire qui lui est complètement compréhensible par notre machine. Alors il est à noter que le code source n'est pas nécessaire pour exécuter le code, hein. Si je vous donne un exécutable d'un de mon programme, sans vous donner le code source, évidemment vous allez être capable de l'exécuter. Et en fait, vous connaissez très bien ce fonctionnement, peut-être même sans le savoir, je sais pas. Mais typiquement, si vous lancez un logiciel que vous avez téléchargé, si vous lancez Notepad++, si vous lancez Firefox, si vous lancez n'importe quel jeu vidéo, ce que vous lancez, ce sont, ou c'est, ça dépend des logiciels, mais en général, il y a un fichier exécutable. Vous lancez tout simplement le fichier compilé du code source de votre logiciel. Donc vous lancez l'exécutable. Vous n'avez pas le code source dans les mains. Par contre, le code source, c'est évidemment nécessaire pour modifier le programme. Alors, petite parenthèse, on peut quand même modifier un fichier exécutable à la main sans avoir le code source, mais c'est des choses compliquées, c'est pas du tout dans le cadre de ce cours-là, hein. Pour nous, modifier un programme, ça veut dire qu'on va modifier le code source et compiler à nouveau notre programme. Donc, plus précisément, nous, pour la compilation et l'exécution de nos programmes, ça va se passer comme suit. On va dans un premier temps écrire le programme dans un fichier source, hello.c, donc qui est en fait juste un fichier texte, hein. Il y a juste du texte dedans, grâce à l'éditeur de texte de votre choix. Ensuite, on va compiler ce programme dans un terminal en tapant la ligne suivante. Là, dans le terminal, on va taper exactement ça. gcc-wall avec un W majuscule, -o, hello, hello.c. Ça va créer un exécutable nommé hello d'après le code source hello.c. Et ensuite, une fois qu'on aura compilé ce programme-là, pour le lancer, on va taper /hello. Alors, je vous montre ça dans mon terminal. Donc, je regarde mon fichier source. Il y a tout simplement ça dedans. Donc, première ligne, vous avez... Enfin, c'est exactement le Hello World, hein, qu'on a vu précédemment. Donc, vous avez le, l'inclusion de bibliothèque de fonctions, le début du main, le printf, le return 0 et la fin de mon code, à la terminaison de le programme principal. Maintenant, comment est-ce que je compile ça? Donc regardez, j'ouvre une, je divise ma fenêtre en deux là. En dessous là, j'ai le terminal et en haut j'ai juste le code source ouvert. Maintenant, pour compiler, donc c'est-à-dire transformer ce fichier hello.c en un binaire exécutable par ma machine, je vais taper la commande qu'on a vue dans les slides. Donc je -wall, -o, ça veut dire, je vais expliquer, hein, ce que ça veut dire le -o, -wall et hello.c. Hop, j'appuie sur Entrée. Il n'y a pas eu d'erreur, tout va bien. Maintenant, si je lance mon programme, ça écrit bien Hello World dans la console. Donc pour revenir sur ce que je disais notamment, si je change un petit peu mon code source, et si là je relance directement le programme, il n'y a pas de changement. Alors pourquoi il n'y a pas de changement? Souvenez-vous, c'est un langage compilé, le langage C, donc il faut que je compile à nouveau mon code source pour changer l'exécutable. Donc je vais recompiler, et maintenant je relance, et j'ai bien les modifications. Alors concernant la ligne de compilation, donc GCC c'est le nom du programme qu'on va utiliser. -wall c'est pour indiquer que on veut afficher clairement tous les warnings de compilation. Donc c'est-à-dire toutes des choses qui ne sont pas directement des erreurs, mais qui sont des mauvaises pratiques. Voilà, GCC va nous afficher clairement, attention, ça c'est une mauvaise pratique, c'est dangereux pour la programmation, pour la qualité de code de votre programme. -o suivi de hello, ça veut dire que je vais générer mon binaire, mon fichier exécutable, il va s'appeler hello. -o comme output. Je vais générer un fichier hello. Et hello.c, ben, c'est tout simplement mon code source. Vous allez voir que le cycle de programmation que vous allez mettre en place en fait assez naturellement et pas aussi simple que ce qu'on a vu depuis le tout début là. C'est-à-dire que je vous donne un problème, vous pensez à la résolution que vous allez mettre en place, vous faites votre algorithme sur le papier, puis après vous implémentez, vous compilez, vous lancez le programme et on n'en parle plus, tout marche bien. Évidemment,
que ça n'est pas aussi simple et plus le programme est conséquent et moins c'est simple. C'est assez évident. Vous allez vous en rendre compte de toute manière par vous-même. Donc regardons ce cycle de programmation là. Donc j'ai mon problème ici. Vous pensez à une méthode de résolution, donc c'est-à-dire que vous écrivez un algorithme sur votre papier, ensuite vous traduisez votre algorithme en code source C, vous compilez. Alors déjà, première étape, vous compilez, vous allez voir que potentiellement vous allez avoir des erreurs de compilation, on en parlera plus tard, qui vont en fait vous demander, hein, ça va être même une exigence, hein, il va falloir modifier votre code source pour supprimer ces erreurs, vous allez recompiler à nouveau, vous allez tester, vous allez voir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs. Une fois que vous avez votre code exécutable, vous êtes content, vous n'avez plus d'erreurs, vous le lancez, vous faites un test de votre programme en le lançant, et vous vous rendez compte que ça ne fait absolument pas ce que vous voulez, et qu'il y a plein d'erreurs. C'est-à-dire que d'erreurs d'exécution. Là, vous avez bien réussi à compiler, mais par contre, vous avez des erreurs d'exécution, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle des bugs nous, en informatique, hein. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous modifiez votre code source, vous recompilez. En modifiant votre code source, vous avez généré de nouvelles erreurs à la compilation, donc vous remodifiez encore, vous réglez vos erreurs, vous compilez, vous relancez votre programme, vous faites quelques tests, et au bout de 5 minutes, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un cas auquel vous n'avez pas pensé, même dans votre algorithme, vous n'y avez pas pensé, et donc en fait, il vous manque une partie de votre algorithme. Donc vous remodifiez votre code source, et ainsi de suite. En fait, ce cycle-là, c'est normal, hein. Si je vous dis ça, c'est pas euh, en partant du principe que vous allez faire les choses mal, c'est inhérent à tout programmeur. Ok. N'importe qui sur Terre qui programme, même le meilleur auquel on pourrait penser, il est dans ce cycle-là un certain nombre d'heures, hein, même, hein, finalement. Par projet, hein. C'est par même cycle de compilation. C'est-à-dire que vous voulez mettre en place ne serait-ce qu'une nouvelle fonctionnalité dans votre programme, on va rester déjà un certain nombre de dizaines de minutes facilement, voire d'heures dans ce cycle. C'est tout à fait normal, hein. Même quand on veut faire les choses bien, c'est inévitable. Donc pas de panique, vous allez compiler, régler vos erreurs, tester votre programme, vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et modifier. Donc gardez bien en tête que ce cycle est tout à fait normal et qu'il faut par contre, disons, se forcer à faire ce cycle-là. C'est-à-dire que n'attendez pas d'avoir codé 200 lignes de code en C avant de tenter votre première compilation et votre premier test. Non, vous faites un petit bout, vous compilez, vous testez, voir si au moins le début marche bien, même s'il ne se passe rien. Oui, vous continuez, et ainsi de suite. Et une fois que tout ça a été validé, évidemment, vous avez votre programme finalisé à la fin, celui que vous allez pouvoir distribuer, euh, comme on le fait classiquement lorsqu'on a terminé de faire un logiciel, on distribue notre fichier binaire à la fin. La structure d'un programme en C est composée de différentes choses. Alors en fait, c'est composé, ou ça peut être composé de déclarations de bibliothèque, déclarations de constantes, prototype des fonctions, le code des fonctions et le code de la fonction principale. Alors notez bien en bas, les parties grisées correspondent à des notions qui ne seront pas traitées dans ce chapitre. Donc pour l'instant, nous, on va s'intéresser juste au premier point et au dernier point. Alors pourquoi c'est annoncé comme ça, sachant que toute la partie du milieu là est grisée? En fait, c'est d'un point de vue logique dans la structure du programme, hein. C'est-à-dire qu'on va toujours faire ça dans cet ordre-là. Et on va être amené à faire ça dans ce cours, mais pas dans ce chapitre-là. Mais ça sera bien dans cet ordre-là, donc c'est pour ça que les points sont annoncés comme ça. Nous, pour l'instant, on va simplement s'intéresser à la déclaration des bibliothèques et au code de la fonction principale. Petit rappel de notre exemple qu'on a vu depuis le début de ce cours-là. Première ligne, nous avons l'utilisation d'une bibliothèque, donc il y a une bibliothèque de fonctions, donc c'est là-dedans que notre fonction printf est enregistrée, et comme on va l'utiliser, on la charge. Le début de notre fonction principale, l'appel de notre fonction qui va nous permettre d'afficher dans le terminal. À la fin, on retourne la valeur 0 de notre fonction principale pour indiquer que tout s'est bien passé. Et là, c'est la fin du bloc de code de notre fonction principale. Alors, un petit point sur les bibliothèques de fonctions. Donc, une bibliothèque, en fait, c'est library en anglais, c'est une collection de fonctions,
de fonctionnalités même de manière plus générale, donc ça peut être des constantes, des fonctions, qui sont déjà implémentées. Donc le code source est déjà fait, est déjà créé, voire même déjà compilé d'une certaine manière. Donc du coup on peut s'en servir simplement en disant je veux inclure cette bibliothèque de fonctions, ce qui me permettra d'utiliser les fonctionnalités qui sont présentes dedans. Donc cette inclusion de bibliothèque de fonctions, c'est avec la commande préprocesseur -include. Entre chevrons, vous mettez le nom de votre bibliothèque suivi d'un .h. Alors, la bibliothèque qu'on utilisera assez régulièrement, ça va être les bibliothèques donc stdio.h, stdly.h, math.h et time.h. A priori, on n'utilisera pas d'autres bibliothèques de fonctions dans notre module d'enseignement. Mais en fait, vous allez voir que déjà dans ces bibliothèques de fonctions, il y a beaucoup de fonctions qui sont présentes et ça va être amplement suffisant pour nous. Donc, le main, c'est une fonction spéciale. Je l'ai déjà dit en fait à des slides précédents. Là, c'est le point d'entrée de notre programme, notamment c'est quelque part notre programme principal, hein, dans notre sous-programme principal dans notre code source. Alors pour l'instant, on va tout simplement respecter la syntaxe suivante sans trop réfléchir. On va se dire que c'est comme ça et c'est tout. La syntaxe à respecter est ici. Vous écrivez int main, parenthèse fermante, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante, le code source de votre fonction principale, return 0, point virgule, accolade fermante. Alors on expliquera en détail ces éléments plus tard, hein, sur le chapitre concernant les fonctions. Pour l'instant, nous, on va se dire que c'est ça et c'est pas autrement. Alors fort heureusement, en C, comme dans n'importe quel langage de programmation qui se respecte, on peut mettre des commentaires dans notre code source. Alors les commentaires, c'est tout simplement du texte en fait qui est à destination de d'un programmeur humain. Alors ça peut être vous-même ou ça peut être un collègue avec qui vous faites votre projet informatique. Ces commentaires vont être complètement ignorés lors de la phase de compilation. Donc, quand GCC va lire votre fichier source, il va tout simplement ne pas regarder ce qu'il y a dans les commentaires. Donc les commentaires, c'est vraiment pour vous ou pour les collègues quand vous ouvrez votre fichier source. Ça permet d'expliquer ce que va faire une fonction, d'expliquer ce que fait cette constante, d'expliquer ce que fait cette variable, etc. Alors la syntaxe pour les commentaires, vous l'avez en bas là. Donc un commentaire qui est contenu dans une seule ligne, on va commencer cette ligne par double slash. Ok. Et pour toute cette ligne, ça sera un commentaire. Donc, tout ce qui va suivre les doubles slash, ça sera un commentaire. Donc je rappelle que c'est ignoré par le compilateur. Et sinon, pour faire des commentaires sur plusieurs lignes, on encadre ça de slash étoile. Vous mettez votre commentaire et vous terminez ça par étoile slash. Un exemple de commentaire qu'on a dans notre Hello World. Alors on a rajouté des commentaires ici et ici. Donc là, vous voyez, c'est vraiment on a même mis du français carrément. Un programme qui affiche Hello World. Et là, on a mis affichage. Donc je rappelle que tout ce qui est en rouge là, les caractères qui sont en rouge sont complètement ignorés par le compilateur, donc ça n'a aucune valeur pour GCC. Ce qui permet juste de garder une trace de ce qu'on est en train de faire dans notre programme, et notamment, alors c'est très important, hein, de mettre des commentaires dans un programme. Ça permet, même pour vous en fait, hein, si vous avez une partie de votre code que vous modifiez aujourd'hui, vous allez peut-être arrêter de la modifier pendant un certain temps et revenir dessus 2 semaines plus tard. Et vous allez voir qu'avec des commentaires qui expliquent correctement votre code, quand vous allez reprendre cette partie-là de votre programme dans 2 semaines, vous allez tout de suite être capable, en lisant vos commentaires, de comprendre ce que vous étiez en train de faire et ça va vous remettre dedans directement. Un programme, c'est une séquence de traitements qu'on appelle des instructions. Alors par exemple, un appel de fonction, une affectation d'une valeur à une variable, ce sont les instructions. Chaque instruction, ça je l'ai déjà dit, c'est terminé par un point virgule. Et les instructions peuvent être regroupées par blocs, ce qu'on appelle des blocs, hein. On sait, c'est vraiment le mot-clé qu'on va utiliser en langage C. Bloc d'instructions. C'est délimité par des accolades. Ce qu'on a remarqué par exemple avec notre fonction principale, elle avait une accolade ouvrante, une accolade fermante, et à l'intérieur, un certain nombre d'instructions. Pour rendre nos programmes plus lisibles par un être humain, dont vous, on va respecter certaines normes de programmation.
Alors, qui sont esthétiques, mais en fait qui sont vraiment extrêmement importantes euh, pour tout programmeur hein, qui se respecte. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque nouveau bloc d'instruction, on va indenter nos lignes de code à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on va placer des espaces ou des tabulations au début. Et on va vraiment faire ça de manière systématique pour que notre code soit facilement lisible à l'œil nu, hein. Alors quand je dis à l'œil nu, ça veut dire par un être humain. C'est-à-dire que si vous indentez pas, GCC, lui, il va bien s'en sortir dans tous les cas. Il s'en fiche un petit peu de si vous sautez des lignes ou pas, si vous faites un code, disons, beau ou pas. Par contre, pour un être humain, évidemment, non, ça va changer. Et c'est pas juste pour, disons, un plaisir visuel, c'est tout simplement pour être capable de lire correctement votre code. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans chaque bloc, après avoir sauté la ligne après la l'accolade ouvrante, enfin être allé à la ligne après la l'accolade ouvrante, on va mettre des espaces au début des lignes. Donc soit des tables, soit des espaces. Ça nous permettra de faire un code lisible pour tout le monde, dont vous-même, hein. C'est donc la fin du chapitre 1. Donc en récapitulatif de ce qu'on a vu, on a vu ce que c'était que la compilation, l'exécution, comment est-ce qu'on faisait notamment pour faire ça dans le terminal, le cycle de programmation, comment est-ce qu'on importait des bibliothèques de fonctions, la fonction principale, comment elle se déclare, comment faire des commentaires et les bonnes pratiques de programmation, à savoir pour l'instant l'indentation de code. Alors pour finir, un petit quiz. Je propose la question suivante. Donc la transformation d'un code source en exécutable, c'est assuré par l'éditeur de texte, le compilateur, le système d'exploitation. Alors, je vous invite à mettre pause maintenant pour y réfléchir tranquillement, pour éviter que je vous donne la solution tout de suite. Alors en fait, c'est la transformation d'un code source, hein, on l'a vu. Donc la transformation d'un code source en exécutable, c'est assuré par le compilateur. C'est le compilateur qui va transformer votre fichier source en exécutable. Alors si on allait un petit peu plus loin dans la réflexion, on pourrait se dire aussi que c'est le système d'exploitation finalement quelque part, puisque c'est le système d'exploitation qui lui va lancer le compilateur qui va transformer votre code source. Bon, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que le passage d'un fichier texte à un exécutable, c'est géré par le compilateur.